Simran. Et ça énerve profondément le président à chaque fois qu'on dit la synagogue des trois bords. Bon. C'est une petite remarque. Bon, donc en tout cas, le sujet de ce soir, alors Shlomo m'a appelé juste après Shabbat Bereshit en me disant qu'il y avait des grandes questions sur la création du monde dans cette synagogue. J'espère que depuis, tout le monde a dormi tranquille quand même. Je ne pense pas que ça soit fondamental. La norme pratique. Bravo. Je vois que les Kohanim sont... donc, une petite parenthèse. Croire que le monde a 5769 ans, croire que le monde a 1 milliard d'années n'est pas disqualifiant. Je m'explique. Il y a une Hakira, une recherche qui est faite par des poskim, enfin des grands commentateurs, pour savoir, que le Rabbi rapporte dans un de ses discours, pour savoir si un juif religieux qui ne croit pas que le monde a 5769 ans est kasher laïdout. Est-ce qu'il peut témoigner ou bien est-ce qu'il rentre dans la catégorie d'un apikoros, c'est-à-dire d'un hérétique qui nie les fondements de la Torah. Et le Rabbi ramène que la plupart des poskim disent que ça ne fait pas partie des fondements du judaïsme. Et donc un juif qui ne croit pas que le monde a 5769 ans est quand même un bon juif. Ce qui est très important parce que je connais beaucoup de juifs qui ont signé des Ktuvot et qui ont signé ce qui est plus grave des Gittim, qui ne croyaient pas que le monde avait 5769 ans. À l'époque, ils ne croyaient pas que le monde avait 5700 et quelques années. Donc ce n'est pas disqualifiant. Maintenant, nous allons quand même traiter le sujet, la Git Torah ou la Hagira, pour au moins essayer d'avoir des idées claires sur ce problème. Alors, avant de parler du problème, il faut d'abord le définir. Quel est ici le problème? Quelles sont les contradictions qu'il peut y avoir entre la Torah et la science? D'après la Torah, il y a un premier point qui est fondamentalement opposé au point de vue scientifique. Pour la Torah, le monde n'est pas le fruit d'une évolution, mais le fruit d'une création. Quelle est la définition d'une création? Alors, on arrivera à la définition de l'évolution par la suite, ce qui est beaucoup plus compliqué que la création d'ailleurs. Quelle est la définition d'une création? Le Nachmanide dit dans son introduction au livre de la Genèse, au Sefer Bereshit, que dans le langage hébraïque, le mot bria, création, désigne forcément un processus ex nihilo, yesh me'ayin. Quand on parle de création, c'est-à-dire on parle de l'apparition d'une existence tirée du néant. D'accord? On parle du néant, du non-être à l'être. C'est peut-être un peu philosophique comme langage, mais c'est important de savoir, de saisir cette idée. La création pour le juif, c'est passer de rien à quelque chose, en d'autres termes. D'accord? Alors que pour les scientifiques, il n'y a pas de création. Il y a une simple évolution. Mais, c'est pour ça que j'ai dit que c'est beaucoup plus complexe. En fait, les scientifiques, en disant qu'il y a eu évolution pour arriver à la formation de notre monde, c'est une expression qu'on utilise un peu chez les scientifiques, ont tendance à mettre la poussière sous le tapis. Vous savez, quand il y a un problème qui nous gêne, ben c'est comme quand il y a de la poussière qui gêne la ménagère, elle n'a pas envie de passer l'aspirateur, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle lève le tapis, elle met la poussière en dessous et c'est propre. C'est la même chose. Quand il y a des questions gênantes, souvent on a tendance à les mettre sous le tapis pour ne pas les soulever. Parce que, certes, dans le monde scientifique, tout le monde va vous dire notre univers est le fruit d'une lente évolution qui a duré 5 milliards d'années, 3 milliards d'années. Bon, alors à chaque fois, il y a quelqu'un qui me reprend exactement le temps que ça a pris, je le félicite. Parce que sur des milliards d'années, je trouve ça extraordinaire. Bon, en tout cas, ça a pris, comme disait Fernand Reynaud, un certain temps. N'est-ce pas ? Donc, ça a pris un certain temps, mais ça n'a rien résolu quand même. Pourquoi ça n'a rien résolu ? Parce que pour la science, on est parti d'une matière. Et cette matière a lentement évolué pour donner notre monde. La question fondamentale reste toujours ouverte. D'où provient cette matière? D'ailleurs, on ne parle pas de matière, on parle d'énergie, mais ça revient au même. Des particules énergétiques, ça donne de la matière. Particules énergétiques, ce sont des êtres existants. C'est pas un néant. Un néant, c'est un non-être. C'est pour ça que j'ai bien utilisé le terme de être, parce que l'énergie, c'est un être existant, c'est une existence. D'accord? C'est pas le nihilo, c'est pas le néant. Donc, c'est pour ça que je dis, ce point de vue, déjà en lui-même, pose la question, mais on l'a repoussé. Au lieu de poser la question sur 5000 ans, on la pose à 5 milliards d'années. Vous savez ce que disait Prévert? Une fois, il a dit « Notre Père qui est aux cieux, restez-y ». C'est un petit peu le même point de vue. On veut bien que Dieu ait créé le monde, mais pas il y a 5000 ans, il y a 5 milliards d'années. Il y a 5 milliards d'années, bon, à la limite, il y a eu une force supérieure qui a créé cette énergie. Mais nous, on veut que ça mette 5 milliards d'années à arriver à ça. Ça, c'est une première différence fondamentale, donc, entre la science et la Torah. C'est que pour nous, hommes de Torah, on ne passe pas par un processus d'évolution. Il y a création ex nihilo et mise en place de notre univers par Dieu. Pour la science, l'univers est le fruit d'une lente évolution qui a conduit à la formation de l'univers tel qu'il est. Bon. Donc ça, c'est la problématique de base. Maintenant, il y a une deuxième question. C'est quelles sont les preuves qui étayent ces deux points de vue. Je dirais, globalement, pour le juif, nous dirons que c'est un acte de foi. C'est un raccourci, mais ça suffit. C'est un acte de foi. Nous croyons que Dieu a créé le monde il y a 5769 ans. Est-ce que nous avons des preuves? Pas vraiment. Nous avons des indications. On y reviendra par la suite. Pour la science, c'est scientifique, puisque, comme son nom l'indique. Et qui dit scientifique dit que cela provient d'une analyse. Qu'est-ce qui caractérise la science? Ce qui caractérise la science, c'est un raisonnement logique, ce qu'on appelle une analyse à partir de données. L'analyse des données qu'a la science a conduit les scientifiques à dire que le monde est le fruit d'une évolution. Le problème que nous allons soulever, c'est que l'analyse, comme nous l'avons dit, est toujours sous-tendue par des données. On analyse des données, des faits que nous avons. D'accord? Exemple, on a remarqué que l'angle de la lumière n'était pas celui qui était prévu par les calculs. Ces données ont donné lieu à la théorie d'Einstein, de la relativité. La relativité, c'est une analyse d'observations physiques que nous avons eues. C'est une analyse. Il pourrait y en avoir d'autres. D'ailleurs,
Il y a des lettres où le rabbi dit que la relativité d'Einstein ne rend compte que d'une partie de la vérité. Il y a des choses, d'autres choses qui sont... Il y a d'autres théories qui ne sont pas encore découvertes pour expliquer tous les phénomènes du monde. D'ailleurs, la théorie d'Einstein n'explique pas tous les phénomènes physiques. Mais c'est un exemple que je vous donne. La science, à partir d'observations, essaye d'élaborer des théories qui expliquent les observations. Et donc il en est de même pour l'âge de la Terre. Enfin, quand je parle de l'âge de la Terre, c'est plutôt l'âge de l'univers. La science analyse des données qu'elle a reçues qui lui permettent de dire que l'univers a tel et tel nombre de milliards d'années. Alors, avant de rentrer dans un discours plus polémique, il y a deux places devant. Avant de rentrer dans un discours plus polémique, je vais revenir sur l'acte de foi qui est fondateur du point de vue religieux. Nous l'avons dit tout à l'heure, pour le juif religieux, le fait que le monde ait 5769 ans est fondé sur un acte de foi. La croyance en fait que Dieu a créé le monde ex nihilo il y a 5700 et quelques années. C'est vrai, nous n'avons pas de données objectives, nous n'avons pas d'analyse à partir de ces données, mais il y a un certain nombre de faits qui sont troublants. Je vais vous les donner en vrac. Il y a un épisode à la fin de la Sidra de Bereshit, la Parashat de Bereshit. Il y a un épisode qui est passé assez rapidement, sur lequel Rashi n'est pas très clair. Il donne plusieurs explications, et qui, moi, m'a interpellé. C'est l'épisode des Bnei Elohim, les enfants de Dieu. Rashi dit ici, on peut traduire le mot Elohim par des juges. C'était les enfants des juges qui outrepassaient leur pouvoir, etc. Mais il y a une autre explication, le Midrash dit que c'était des enfants de Dieu, c'était des anges. Et ces enfants de Dieu sont venus sur terre et ils ont eu des enfants avec des femmes. Et là, le passouk dit une chose qui m'a fortement interpellé. Le passouk dit Hemma Giborim Anshe Shem, ce sont eux les héros de renom. Ah, c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est que ces héros de renom? Regardez la mythologie grecque. Qu'est-ce que c'est qu'un héros chez les Grecs? Un héros, c'est un demi-dieu. C'est l'accouplement d'un dieu avec une femme ou d'une déesse avec un homme. Achille, par exemple, c'est un héros. Anshechem, les gens de renom. Tiens, c'est très intéressant cette histoire. La Torah nous parle de héros qui sont le fruit d'accouplement de Bnei Elohim, parce que n'oubliez pas que la mythologie grecque, c'est pas un hasard. Vous savez qu'il y a une grande différence entre le point de vue des sociologues ou des ethnologues. Vous connaissez la différence entre un sociologue et un ethnologue? Le sociologue s'occupe des blancs, l'ethnologue s'occupe des autres. Bon, enfin, maintenant il peut s'occuper des États-Unis. Les sociologues ou les ethnologues, eux, disent que le monothéisme, c'est une convergence, c'est la perfection du polythéisme originel. C'est-à-dire qu'au début, les gens croyaient à des idoles, et les juifs sont des gens géniaux qui sont arrivés à croire en un Dieu unique. C'est la perfection de toutes les religions antiques qui étaient, elles, polythéistes. Pour le judaïsme, c'est juste le contraire. Pour le judaïsme, le monde était monothéiste,
à sa création, Adam, ses enfants, c'est à partir du petit-fils d'Adam, Enoch, qu'il y a eu divergence. On a commencé à donner de l'importance aux forces de la nature et aux étoiles en particulier parce qu'on connaissait l'influence des étoiles et des forces de la nature sur le monde. On a dit c'est des serviteurs de Dieu. Et après ça a complètement dérapé et on a déconnecté ces forces de la nature de Dieu, ça a donné le polythéisme. D'accord. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut savoir que toutes les religions polythéistes, en particulier les religions grecques et romaines, c'est un dérapage, c'est une dégénérescence du monothéisme originel. Et en fait, si vous voyez le panthéon grec, c'est-à-dire l'assemblée des dieux grecs, ben, ce n'est rien d'autre, à mon avis, qu'une dégénérescence de la notion de sphirote, d'attribut divin que l'on a pris en tant qu'entité. Et ces entités sont devenues des divinités. D'accord? Et alors donc, vous voyez que, par exemple, dans la mythologie grecque, on parle aussi des héros qui sont des accouplements de Dieu avec des humains. Pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce qu'en fait, si on veut voir un peu plus loin, on s'aperçoit que dans toutes les mythologies, en particulier, ce qui est très intéressant, dans les mythologies incas, qui sont pas du tout des Européens, enfin, d'après la théorie des ethnologues, ce sont des Européens qui ont migré vers l'Amérique. On parle des détroit du Bering. Mais en tout cas, même en Amérique, chez les Indiens d'Amérique, on retrouve un tas de notions mythologiques que l'on retrouve dans les autres mythologies, et en particulier qu'on retrouve dans la Torah. Le déluge, on le voit un peu partout. Dans pratiquement toutes les mythologies, on parle d'un déluge. Caïn et Abel, on le retrouve dans un certain nombre de mythologies, en particulier chez les Incas. C'est très intéressant. Le fratricide originel, on le retrouve. Etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Et à partir de quel moment il y a divergence? Il y a divergence à partir d'un moment qui s'appelle la tour Babel. À partir de la tour Babel, il y a divergence des mythologies, on ne parle plus de la même chose. En fait, on s'aperçoit qu'il y a un tronc commun sur la mémoire universelle, et à partir de la tour Babel, il y a divergence de ce tronc commun. C'est très intéressant. Ce qui montre que finalement, ce que raconte la Torah n'est pas complètement faux, puisque dans la conscience universelle, il reste des traces de ce qui est raconté dans la Torah. Ce qui conforte le point de vue de la création et d'une humanité commune au départ jusqu'à la tour Babel. Bon, ce ne sont pas des observations scientifiques, c'est une théorie que j'avance, elle est personnelle, mais qui est quand même très troublante, parce que il y a quand même dans la mémoire des gens des choses qui restent. Je vais vous donner un exemple que m'avait cité Rav Plevner à la Vachalom. Il m'a dit un jour, tu sais, dans le Talmud, on parle d'une île dans la mer Égée qui s'est effondrée. On date cet effondrement dans le Talmud de l'époque un petit peu après Enoch, donc dans les origines du monde. Cette île qui s'est effondrée a été retrouvée il y a quelques dizaines d'années par les scientifiques, et ils ont daté cet effondrement à 1 million d'années. Et là, on met le doigt sur le sujet de ce soir. Il est impossible que la mémoire humaine se souvienne d'un événement qui a eu lieu il y a 1 million d'années. Si le Talmud nous parle de l'effondrement de cette île, c'est que c'était pendant la période historique. Vous savez que la période historique, c'est la période, vous connaissez la définition de l'histoire. Quand est-ce qu'on
on passe de la préhistoire à l'histoire. L'histoire, c'est l'écriture. Absolument, monsieur, il a fait signe, bravo. La définition de l'histoire, c'est quand l'homme sait écrire. Quand il y a mémoire, on est dans l'histoire. 1 million d'années, ce n'est pas crédible. Le Talmud ne peut pas relater un fait dont on se souvient il y a 1 million d'années. Donc, nous voyons, par cet exemple, un problème d'échelle de temps entre la mémoire telle qu'elle est conçue, la mémoire universelle telle qu'elle est conçue par les Juifs, et l'analyse scientifique. Alors, la question se pose. Comment peut-il y avoir une telle erreur dans l'échelle de temps, une telle divergence au moins, dans l'échelle de temps, entre le point de vue juif et le point de vue scientifique? Eh bien, nous allons aborder maintenant le sujet en lui-même, le vif du sujet. Il faut chercher le problème dans les données que nous avons, les données scientifiques. Car comme nous l'avons dit, la théorie de l'évolution est une théorie fondée sur une analyse de données. Ok. Quelles sont les données scientifiques? Les données scientifiques sont fondées sur ce que l'on appelle des méthodes de datation. Tout le problème repose sur les méthodes de datation. Nous avons en science, en paléontologie, des outils qui font que nous pouvons dater à partir d'un certain nombre de processus sur lesquels on pourra revenir en détail si ça vous intéresse, mais en tout cas, que nous pouvons dater par certaines méthodes. Il y a plusieurs méthodes. Il y a le carbone 14, plus tellement. Il y a le potassium-argon. Il y a maintenant des méthodes au niveau de l'univers, ça on y reviendra, mais en tout cas, restons sur notre bonne vieille Terre. Toutes les méthodes de datation sur la Terre sont fondées sur le même principe. Quel est le principe? Alors, c'est pas moi qui le donne. Je vais vous dire l'anecdote qui m'a fait m'intéresser au sujet. C'est qu'un jour, en général, ce que je dis est fondé sur des lettres que le rabbi a écrites sur le sujet. Un jour, j'étais à Anvers, j'ai fait une conférence là-dessus, j'ai présenté les arguments du rabbi, et il y a quelqu'un qui s'est levé, un petit monsieur, une cinquantaine d'années, m'a dit « Ouais, maintenant, nous avons des méthodes puissantes, le potassium-argon, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes scientifique, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quoi votre... » Je lui ai dit, moi, je fais de l'analyse numérique. Comme il ne comprenait pas, il dit, c'est quoi l'analyse numérique? Je lui ai dit, c'est la résolution des... À l'époque, je résolvais les équations de la mécanique. Maintenant, je fais plus de l'électromagnétique, mais enfin, à l'époque, je faisais de la mécanique. Il dit, c'est la résolution des équations de la mécanique sur l'ordinateur. Alors, il me regarde autant en me disant, ah, vous êtes mécanicien. Je me voyais déjà ce type et alors, moi je me suis dit, il doit être prof à la fac, ce monsieur, il doit faire de la biologie. Alors je dis, mais vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il m'a dit, moi je suis diamantaire, comme tout le monde. Bien. Et alors, quand il m'a dit ça, je me suis dit, c'est vrai, il faut que je me documente sur ces méthodes qui sont si puissantes. Et à l'époque, j'avais un collègue, juif d'ailleurs, dont la fiancée, qui était juive aussi, tout était bien, faisait de la paléontologie. Et je lui ai demandé de la documentation. Alors il m'a donné une revue scientifique qui était un numéro spécial consacré aux méthodes de datation. Ça faisait 60 pages que j'ai lues. Je ne vous dirai pas où, parce que je ne voulais pas faire Beatlesman. Et donc, j'ai lu ces 60 pages. Et quand j'ai terminé de les lire, j'étais rassuré.
Parce que franchement, il faut être un grand croyant pour croire à ça. Je vous expliquerai après pourquoi. Dans cette revue, déjà, on commence en disant, de façon très évasive, ça c'est presque politique, cette façon de présenter les choses. Il y avait donc une préface de l'éditeur de la revue qui disait « Naturellement, toutes les méthodes de datation sont fondées sur le postulat disant que toute la matière à l'origine était à l'état instable. Postulat que nous admettrons aisément. » Ça, c'est un discours politique. C'est « nous admettrons aisément ». Non, pourquoi ? J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi. Alors là, il n'y a plus personne. Quand vous dites, je vous sais, un homme politique, quand il dit « il est évident que ». Pourquoi est-il évident ? Il change de sujet. D'accord ? C'est un petit peu le même discours. Nous admettrons aisément quoi ? Reprenons la phrase qu'il a dite. Nous admettons aisément que tout le carbone qui est sur Terre était du carbone 14 au départ. C'est ça qu'il veut dire. Quand on dit que la matière était instable au départ, ça veut dire que tout le carbone qui était sur Terre, lorsque l'on a commencé, était sous forme de l'isotope 14. C'était pas du carbone 12. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du carbone 14. Le carbone, c'est 12. Son nombre atomique, c'est pas 14, c'est 12. Quand il est 14, ça veut dire qu'il a 2 particules en plus qui ne vérifient pas, et donc qui ne vérifient pas l'équilibre atomique, et à un moment donné, ces particules sont expulsées. Ça donne une radiation, d'ailleurs. Ce qu'il faut admettre dans les méthodes de datation, c'est que la Terre a été créée sous forme d'atomes instables. Ah bon? Moi, j'admets pas. Ah là, on est bloqué. Si je dis que j'admets pas, on est bloqué. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous ne l'admettez pas? Pour une raison très simple. C'est que, d'abord, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois à une création. Je ne parle pas de Dieu là, je parle de création. Création, c'est ex nihilo. C'est quelque chose à partir de rien. D'accord? Ça veut dire, quand je dis quelque chose à partir de rien, ça ne veut pas dire qu'au début il y avait de la matière très très fine ou de l'énergie et que c'est devenu quelque chose. Ça c'est yesh me yesh. Ça c'est une transformation, c'est pas une création. Une création, ça veut dire qu'il n'y avait rien. La création, c'est qu'est-ce que c'est que rien? C'est un autre problème, on y reviendra si vous voulez. Mais en tout cas, il n'y avait rien. De ce rien est sorti quelque chose. Ça, aucun homme n'est capable de le faire, et surtout, aucun esprit n'est capable de le concevoir. Ça, c'est écrit dans les commentateurs du Chumash. Aucun homme, ni aucun esprit n'est capable de comprendre exactement comment on peut passer du néant à l'existant. Et second postulat, c'est que nous, juifs religieux, nous croyons en Dieu qui a fait ce processus de création ex nihilo. Et comme je dis toujours, qui crée un œuf, crée un bœuf. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si Dieu est capable de créer des particules, ce qui est quelque chose d'inimaginable, à plus forte raison, il est capable de créer un monde entièrement constitué. Ça ne change rien pour lui. La difficulté, c'est de pas de mettre en place des particules, c'est de les faire apparaître. Donc, pourquoi ai-je besoin de croire que Dieu n'est pas capable de mettre en place, il fallait qu'il commence par des particules qui se mettent en place par des lois qu'il va leur donner? Alors on va me dire, et pourquoi pas? Je vais vous dire pourquoi pas. Parce que moi, quand je me réfère au texte de la Torah, il est écrit Asher bara Elokim la asot. On le dit tous les vendredis soirs dans le Kiddush. Que Dieu a créé pour faire.
Que signifie que Dieu a créé pour faire? Ça veut dire que, comme nous dit Rashi, pourquoi l'homme a été créé le dernier dans la création? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons que donne les Chachamim, que je pense qui est rapportée par Rashi, c'est que l'homme a été créé dans un monde déjà entièrement formé pour pouvoir agir dessus. Keshukran Aruch. Il était comme une table dressée devant lui. L'homme n'avait plus qu'à venir et agir sur le monde. D'accord? Et c'est ça le sens de Asher Bara Elohim La'asot. Dieu a créé l'homme pour agir. Donc si tout le but, et ça c'est aussi un point fondamental de divergence entre la science et la Torah, c'est que pour la Torah, le monde n'est pas un processus, la création n'est pas un processus aléatoire. C'est-à-dire, quand vous parlez aux scientifiques, vous dites pourquoi le monde existe, bien peu de gens vont vous dire qu'il existe pour un but quelconque. Pour un scientifique, le monde existe, point. Pourquoi? C'est pas son problème. Et dans la tête de la plupart des gens, le monde a été créé pour le kiff. Parlons franchement, hein, on est entre nous. Pourquoi le monde a été créé? Pour qu'on prenne du bon temps, on vive sa vie, et puis après... D'accord. Pour le judaïsme, le monde a été créé avec une finalité bien définie. Quelle est la finalité? C'est de construire un monde dans lequel Dieu va pouvoir se révéler, et cette finalité est atteinte par les temps messianiques. Qu'est-ce que c'est que les temps messianiques? Velo ikanef od morera, Dieu ne se voilera plus, il pourra se révéler dans le monde entier. C'est ce que nous sommes en train de réaliser lorsque nous faisons Torah Mitzvot. Donc, moi juif, qui prend comme postulat que Dieu existe, que le monde a été créé ex nihilo, pour une finalité bien précise, c'est que l'homme puisse arriver à mener le monde au temps messianique, je ne comprends strictement pas pourquoi Dieu mettrait 5 milliards d'années à arriver à ce résultat. Alors que Dieu est capable de créer ex nihilo, il est tout à fait capable de mettre en place ce qu'il a créé et de faire un monde déjà constitué. C'est ce que je résume dans ma formule, qui crée un œuf, crée un œuf. D'accord. Donc, là je vous ai donné toutes les raisons qui font que j'ai du mal à adhérer au postulat évident des paléontologues, qui dit que le monde était à l'état instable au départ, et comme il était à l'état instable, on peut quantifier, mesurer le temps qu'il faut pour arriver à l'état stable. C'est leur postulat, ce n'est pas le mien. Mon postulat, c'est que Dieu a créé un monde dans lequel nous devons agir. Et on n'a pas besoin d'état instable pour mettre un homme dans un monde pour qu'il agisse. Ça, c'est déjà au niveau de la base même de la théorie scientifique où j'ai des très bonnes raisons de ne pas l'admettre. Et vous savez qu'un postulat, c'est un acte de foi. On le croit ou on ne croit pas. D'accord? Moi, j'y crois pas. J'ai le droit. La preuve, même en mathématiques, il y a des grands messieurs, comme Riemann ou Lobachevsky, qui ont réfuté les postulats de la mathématique classique, et qui ont fait une théorie à eux. Lobachevsky, ça n'a jamais trouvé d'application, Riemann, ça a trouvé par la théorie de la relativité. Un postulat, ça peut être réfuté. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui est à la Chal Moshe Missinai. C'est une hypothèse. Une hypothèse, moi, je suis en droit de la réfuter. Et je vous ai donné les raisons pour lesquelles je la réfute. Bien. Bon, maintenant, supposons, on va faire comme la Gemara. Im timseh lomar, même si tu vas dire que le postulat est vrai. Supposons que le postulat est vrai, vous avez bien compris que je ne suppose pas. Mais je me mets dans la peau d'un scientifique et je suppose. Alors, il y a quand même d'autres petits problèmes. Quels sont les autres petits problèmes? Les petits problèmes sont dans les méthodes elles-mêmes de datation.
il y a un premier problème qui est un problème de fond que soulève le Rabbi Lubavitch dans sa lettre. Problème de fond sur les méthodes de datation est le suivant. C'est que les méthodes de datation sont des méthodes extrapolatives. Que signifie une méthode extrapolative? Le Rabbi prend un exemple très simple. Il dit, quand je connais les propriétés d'une matière quelconque, d'un objet quelconque, entre 0 et 100 degrés, je peux interpoler entre 0 et 100 degrés pour savoir l'état qu'il aura à 50, 60 ou à 70 degrés. Et plus j'aurai de points, et mieux je pourrai interpoler. Maintenant, si je connais l'état de la matière dans tous les points entre 0 et 100 degrés, et que je veux savoir l'état de cette matière à 1000 degrés, là je ne suis plus dans l'interpolation, je suis dans l'extrapolation. C'est-à-dire c'est une projection vers le futur. C'est presque une spéculation. Et comme vous le savez, par exemple en physique, c'est pas parce qu'on connaît les propriétés d'un objet entre 0 et 100 degrés qu'on est capable de prévoir son comportement à 1000 degrés. Et plus on veut aller loin, et plus ça va être difficile d'extrapoler. D'accord? Ça, bon, nous les mathématiciens, on est confrontés tous les jours à ces problèmes d'extrapolation. On aimerait bien pouvoir extrapoler plein de choses, mais chaque fois qu'on extrapole, on se casse la figure. Entre nous, les numériciens. En particulier, il y a des théories sur l'extrapolation qui montrent qu'en général, un processus extrapolatif est instable, hautement instable. Ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe très loin. D'accord? Et alors là, lorsqu'il s'agit de datation, ce sont des extrapolations qui vont entre 100 000 et des millions d'années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on est en train d'extrapoler sur les données actuelles avec des méthodes fondées sur le fameux postulat, des processus qui auraient dû se passer il y a des millions d'années. Alors vous allez me dire, ben, pourquoi pas? On a des méthodes assez puissantes pour pouvoir le faire. Oui, mais. Le problème est le suivant. C'est que ces méthodes extrapolatives, malheureusement, n'ont pas toujours donné d'excellents résultats. Et on est revenu sur beaucoup de résultats que l'on avait, faute d'expérience. Par exemple, nous parlions tout à l'heure du carbone 14. Quand vous voyez des articles d'il y a plusieurs dizaines d'années, le carbone 14, c'était la méthode de datation, la panacée universelle. On datait à 100 000 années, 1 million d'années, le carbone 14, il datait tout, du sol au plafond. On pouvait tout dater avec le carbone 14. Jusqu'au jour où certaines expériences ont montré que malheureusement, il y a des processus de vieillissement naturel qui mettent complètement au défaut la datation au carbone 14. Alors, ça c'est très marrant. Moi, ça m'a fait rire parce que moi, je travaille dans une science exacte. Enfin, si on peut dire que les maths sont une science, disons que je travaille dans une science dite exacte. Dans une dite science exacte. Plus exactement. Moi, j'ai l'habitude d'être très circonspect sur les conclusions. D'accord? On travaille dans des mathématiques, même si elles sont appliquées, on travaille au vernier. On sait très bien que des processus, vous savez que nous on a des schémas d'extrapolation où lorsqu'on est à 1
Ça marche, ça marche parfaitement. Lorsqu'on est à 1,0001, ça explose. À un epsilon près, tout peut changer. Et alors, quand vous lisez des articles sérieux, justement, de la revue que j'avais lue, tout le monde dit oui, le carbone 14 n'est plus la panacée universelle. Et alors, d'un article à l'autre, on va vous dire que maintenant le carbone 14 arrive à dater à 10 000 ans, pas plus. Et l'article d'après vous dit que le carbone 14 va dater jusqu'à 50 000 ans. Ce sont deux scientifiques dans deux universités qui vous disent une chose et son contraire. Et alors, pour mettre tout le monde d'accord, il y a un article très amusant d'une équipe qui s'est dit, bah tiens, on va tester le carbone 14 sur des petits intervalles qui ne vont pas dépasser 5000 ans. Enfin, je pense qu'ils voulaient le tester jusqu'à 10 000 ans, mais ils sont arrêtés à 5000. Je vais vous dire pourquoi. Ils se sont fondés sur ce qu'on appelle de la dendrochronologie. Vous savez, c'est dendrochronologie, bon, ça vient de dendros, l'arbre, c'est la datation des arbres. Les arbres ont une couche par an. Vous savez que... Et alors, on sait en déterminant les couches, d'abord on peut même prévoir le climat qu'il y a eu, si c'était la pluviosité selon l'épaisseur des couches, etc. Et donc, lorsqu'on a des troncs d'arbres, des morceaux d'arbres fossilisés, on peut par comparaison dater par le nombre de couches qu'ils ont. Et alors donc, cette équipe s'est amusée à comparer des morceaux d'arbres datés par dendrochronologie à une datation par carbone 14. C'est très amusant, le résultat, ça m'a coupé les bras. Jusqu'à 3000 ans, on a une erreur inférieure à 1%. On arrive à 4000 ans, on est à 20% d'erreur. C'est-à-dire que la courbe fait comme ça. Ils ne sont pas allés à 5000 ans. Ils sont arrêtés à 4002 ou 4300 ans. Parce que déjà à 4002, 4300, ils étaient à plus de 20% d'erreur. Moralité, le carbone 14, par rapport à une méthode qui a l'air plus fiable, a une différence de 20% à 4000 ans. C'est-à-dire que si on arrive à 10 000 ans, on ne sait pas si la croissance n'est pas exponentielle. Vous savez qu'il comprend la croissance exponentielle, à 10 000 ans, vous êtes à 10 000%. Sans problème. Et alors, ce qui est extraordinaire dans tous ces articles, c'est que vous avez dans la même revue, sans rechigner, un éditeur sérieux qui vous met un article qui vous dit que le carbone 14 va jusqu'à 10 000 ans, un autre article qui dit jusqu'à 50 000 ans, et un article qui montre qu'à partir de 3 000 ans, il y a la divergence entre les méthodes. Ce qui montre la fiabilité de ce genre de méthode de datation. Bon. Donc, nous avons affaire à des méthodes hautement spéculatives qui sont fondées sur des données. Et alors, le problème est un problème plus général. C'est le problème méthodologique lui-même. À part le fait qu'il y ait extrapolation, c'est que ici, nous avons à résoudre ce que l'on appelle en maths un problème inverse. Qu'est-ce que c'est qu'un problème inverse? Alors, Abby donne un exemple très très simple d'un problème inverse. Après, je vous donnerai un exemple plus compliqué pour vous montrer la difficulté. Si je vous dis 2 plus 3, la réponse est simple, c'est 5. Je n'ai pas pris 5, on aurait pu prendre autre chose. 2 plus 3, ça fait 5. Ça, c'est ce qu'on appelle un problème direct. Vous connaissez les composantes, la loi, vous avez le résultat. Un problème inverse, c'est quoi? C'est 5. Je vous dis 5. Dites-moi d'où ça vient. 1 plus 4, 2 plus 3, 3 plus 2, 4 plus 1. Ça, c'est quand on est dans les réels. Si on prend ça, c'est des entiers naturels. Si on prend les entiers relatifs, alors là, on a une infinité de solutions. Ça peut être
moins 3 485 005, d'accord, plus 3 485 010, par exemple. D'accord? Et si on prend des ensembles plus généraux, comme les fractions, il y a encore plus de solutions. Et quand on prend les réels, alors là, une infinité continue de solutions à ce problème. Ça, c'est ce qu'on appelle un problème inverse. Vous avez 5, vous essayez de déterminer d'où il vient. C'est exactement le problème de la datation. On a des données au temps T, on veut savoir d'où viennent ces données. Alors moi, je vais vous donner un exemple de problème inverse plus sérieux et plus scientifique. C'est ce qu'on appelle la géophysique. Moi, j'ai travaillé en géophysique. Ma thèse était entre autres sur la géophysique. Qu'est-ce que c'est que la géophysique? Moi, j'ai travaillé avec les pétroliers à l'époque. À quoi sert la géophysique? Elle sert à déterminer les couches qui sont sous le sol. Ça a de multiples applications. Entre autres, une application utopique, c'est de pouvoir prévoir les tremblements de terre. Bon, maintenant, les gens sérieux disent que c'est complètement utopique, on ne pourra jamais prévoir un tremblement de terre. Mais c'est très important de savoir ce qui se passe sous la terre. Alors, pour savoir ce qui se passe sous la terre, ou bien on creuse, et là on évite limiter, ou bien on fait ce que l'on appelle de la sismique. Alors les pétroliers, pourquoi ils sont intéressés par la sismique? Parce que, en connaissant les caractéristiques des roches, ils peuvent déterminer si une roche est pétrolifère ou non, s'il y a du pétrole. C'est intéressant. Alors qu'est-ce que c'est que la sismique? C'est envoyer une onde, tout simplement ça. Je fais ça. Bon, ça je le fais de façon simple, ils le font de façon plus sophistiquée, mais c'est pas beaucoup plus, c'est pas très différent. Ils font un bruit, tape sur le sol. Ça envoie une onde. Cette onde est réfléchie par les interfaces entre les couches, parce qu'il y a des caractéristiques différentes. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'optique, ce sont les fameuses lois de réflexion les lois de Descartes, fameuse loi de réflexion de Descartes, d'accord? Et alors, on récupère une partie de l'onde qui est réfléchie par les interfaces, et après on essaye d'interpréter ces réflexions pour savoir l'épaisseur des pousses et les caractéristiques de ces couches. Et comme ça, on espère trouver des couches pétrolifères. Eh bien, ce problème, c'est un problème inverse. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe à la surface de la Terre, on veut déduire ce qui se passe en dessous. C'est de l'extrapolation, c'est un problème inverse. Eh bien, ce problème, réunissez à mon époque, je ne sais pas où ils en sont, parce qu'il y a du pétrole, il n'y en a pas, il y en a, il n'y en a pas. Bon, vous savez que les données pétrolières, il n'y a qu'une dizaine de personnes dans le monde qui les connaissent vraiment. Tout ce qu'on vous racontera, c'est simplement pour faire monter ou descendre les cours de la bourse. Mais en tout cas, à l'époque où on disait qu'il n'y avait pas assez de pétrole, il y avait, dans les congrès de la SEG, des explorateurs, justement géophysiciens, 30 000 personnes qui participaient chaque année. Je ne sais pas si vous voyez. Pour essayer de résoudre ce problème. Maintenant, quand on dit qu'il y a plus de pétrole, ça s'est borné à 5 000. Pourquoi je vous cite ces chiffres? Pour bien vous montrer qu'un problème aussi simple, pourquoi est-il simple? Parce qu'en général, on connaît les équations qui régissent les ondes dans un milieu solide, dans la Terre. Donc on peut écrire ces équations. On veut résoudre le problème inverse, l'interprétation des données. Ben, c'est très très difficile. Au point qu'il y a une blague chez les scientifiques qui dit, si on demande à un mathématicien combien font 1 plus 1, il vous dira 2. Si on demande à un physicien, il vous dira 1,99. Et si on demande à un géophysicien, il vous dira combien vous voulez que ça fasse.
c'est une blague, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une science très inexacte. Bon. Alors, quand je vois que sur une science où on connaît les données, on connaît les équations, on a tellement de mal à savoir ce qui se passe, je me dis qu'une science aussi extrapolative que l'âge du monde, où l'évolution de l'univers, ben, ça me paraît quand même bizarre que l'on puisse avoir des résultats aussi précis. D'accord? Donc c'est pour cela que, finalement, sans compter, alors on va parler de l'évolution. Alors l'évolution, qui dit que les espèces ont évolué de façon positive pour donner des espèces supérieures, etc. Il y a un mathématicien, enfin un statisticien, qui était Lubavitch d'ailleurs, un Baal Teshuvah, qui était à l'université de Sydney, qui était un spécialiste mondial de la biostatistique. Et ce statisticien, un jour, a écrit un article, un vrai article scientifique, pas comme celui sur les codes de la Torah qui est passé au travers de toutes les lectures, et à la fin, l'éditeur a dit qu'on a laissé passer un article faux, bon, ça arrive. Celui-là, il était vrai parce que personne n'a réussi à le réfuter. Il a écrit un vrai article qui montrait que pour arriver à une évolution bénéfique dans une espèce, il y avait une chance sur 1 milliard. Je me rappelle plus si c'était une chance sur 1 milliard ou 2 milliards, mais c'était vraiment infime. Et il m'a dit, je le connais ce monsieur, il était même chez moi, il m'a dit qu'il a présenté cet article, sa théorie, dans plusieurs congrès. Et jamais personne n'a pu mettre en défaut ses calculs. Il m'a dit, si, il y a une fois quelqu'un qui s'est levé et qui m'a dit, écoutez, si vos calculs sont vrais et remettent en cause la théorie de l'évolution, eh bien moi je ne crois plus aux statistiques. Puisque les statistiques me remettent en cause la théorie de l'évolution, je crois à l'évolution et je ne crois plus aux statistiques. Il y a un choix, c'est un choix. C'est-à-dire les statistiques sont fausses, et on va se croire à l'évolution. Mais vous voyez que c'est un choix difficile. Parce qu'on abandonne une science qui est quand même réputée exacte, les statistiques. Je ne parle pas des statistiques appliquées, là c'est un travail de statistique pure. D'accord? Pour une théorie qui est beaucoup plus extrapolative. Bon. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, nous retrouvons des ossements très grands dans la Terre. Alors on ne parle pas des différentes espèces humaines, parce que moi ça me prend la tête à chaque fois que j'entends ces histoires de différentes espèces humaines. À chaque fois qu'on parle d'une espèce humaine, on a un spécimen ou deux. Dans les très bons cas, on en a 4 ou 5. Arrêtons de faire des généralisations. Quand on trouve un corps qui est tordu, ça ne veut pas dire que c'était une espèce. Il y avait un président noir, d'Afrique noire, dont on savait qu'il avait un crâne de chien. C'était une malformation. Si on l'avait retrouvé vieilli sous la terre, on a retrouvé son squelette, on dirait il y avait en Afrique noire l'homme-chien. On avait un spécimen, on dirait que c'est l'homme-chien. Non, mais ça nous fait rire, mais c'est de ce niveau-là. Et alors, sans compter que quand on date les squelettes, on ne date pas les squelettes. On date les couches dans lesquelles sont les squelettes. Ça veut dire que si je dors dans un lit de Louis XIV, je vis à l'époque de Louis XIV. C'est un petit peu le même raisonnement. Parce qu'il est dans une couche qui a 1 million d'années, ça veut dire qu'il a 1 million d'années. Bon, moi je veux bien. Donc, éliminons l'histoire de l'évolution humaine qui ne me paraît pas très difficile à résoudre. Sans compter que les histoires de vieillissement, parce que vous savez qu'en général, ce que l'on date, ce ne sont pas des squelettes biologiques, ce sont des squelettes minéraux.
qui sont fossilisés. Vous savez ce que c'est qu'un fossile? Mesdames, les fossiles, vous connaissez, mais c'est pas cela. Un fossile, ce sont des ossements qui, au cours du temps, se sont décomposés, parce qu'un ossement ne peut pas rester des millions d'années, et au fur et à mesure qu'il se décomposait, eh bien, ça a été remplacé par du calcaire, enfin par de la roche. Et les ossements que l'on retrouve sont fossilisés, ce sont des roches. Alors, la théorie veut que la fossilisation prenne des millions d'années, des centaines de milliers d'années. Moi, je veux bien, mais une fois, j'étais dans le Massif central. Et alors, on nous a parlé d'une grotte à visiter qui était très jolie, c'était des thermes romains. Et il y avait là-bas une grotte avec une source sulfureuse, qui était des thermes romains. Et à la sortie de la grotte, on vendait des objets fossilisés. Il y avait une grappe de raisin en calcaire. Alors je leur ai demandé d'où ça vient. Je dis, c'est très simple. L'eau est très riche en calcaire. Donc on met des objets dans l'eau, et au bout de 2 ans, il est fossilisé. Et donc on les vend aux touristes. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que, sous certaines conditions, les processus de fossilisation sont très accélérés. Or, pour nous juifs, et comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas que pour nous juifs, c'est dans la mémoire universelle, il y a eu un grand cataclysme dont personne ne tient compte, c'est le fait qu'il y a eu le déluge. Et le déluge, ce n'est pas un petit cataclysme, c'est un grand cataclysme. L'eau du déluge était chaude, avec des propriétés particulières. Ça a étouffé toute la création qui était sur Terre. Ce cataclysme, on n'en connaît pas les conséquences. Sans compter que le Zohar nous dit qu'un jour, les Chachamim ont traversé une grotte. Et quand ils sont sortis de la grotte, ils se sont aperçus que c'était un ossement. Et ils sont repassés dans la grotte, ils ont compté 300 pans. Et un des Chachamim a dit à l'autre, regarde, c'est un être antédiluvien. Et là on comprend, de la même façon que leur taille était immense, eh bien leur Yetzer Hara était aussi immense. Ce qui veut dire, tout simplement, que pour le judaïsme, la présence de géants avant le déluge, aussi bien humains qu'animaux, n'est pas exclue. Donc, retrouver des fossiles d'animaux géants, pour le juif, ça n'a rien d'extraordinaire. Qu'ils soient fossilisés, ce n'est pas non plus une preuve que ça a été la fossilisation s'est faite en plusieurs millions d'années, ou centaines de milliers d'années. Donc pour nous, c'est pas une question fondamentale. Pourquoi trouve-t-on ces choses-là? On nous a caché des choses, on nous a caché plus ou moins, parce que, comme je vous ai dit, du point de vue ésotérique et midrashique, la notion de géant, d'être géant, existe dans le judaïsme. Donc pour nous, ce n'est pas une question fondamentale. Un autre petit problème, c'est que lorsque l'on fait la datation, on se fonde sur le postulat qui dit que toutes choses étaient égales par ailleurs. Or, la paléontologie elle-même nous dit qu'il y a eu une ère primaire, une ère secondaire, une ère tertiaire, une ère quaternaire. Et que les conditions atmosphériques dans chacune de ces aires, en particulier la composition de l'atmosphère, étaient fondamentalement différentes. Ça paraît très étonnant de pouvoir faire de l'extrapolation en ne tenant pas compte
de ces données que les scientifiques eux-mêmes introduisent, de changement de l'état atmosphérique qui peut induire un certain nombre de phénomènes. Donc il y a un certain nombre de contradictions internes dans ces théories. Alors vous allez me dire oui, mais là on a des théories, là on a un acte de foi. Et, faut pas exagérer, il y a des millions de gens qui croient à ces théories. Enfin, je veux bien, parce que je ne sais pas si les musulmans y croient. Sans compter que, vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu des dizaines, si ce n'est pas des centaines de livres qui ont été produits par des pasteurs, que nous, les juifs, on ne perd pas trop de temps dans ces sujets. Les pasteurs protestants, eux, ils ont la haine, comme on dit vulgairement. Eux, ils se sont jurés de faire la peau à la théorie de l'évolution. Il y a un lobby protestant aux États-Unis contre la théorie de l'évolution qui a fait que, dans certains États comme le Texas, on enseigne aux enfants qu'il y a deux points de vue sur l'apparition de l'univers, le point de vue évolutionniste et le point de vue créationniste. C'est enseigné dans les manuels de biologie, de sciences naturelles. Bien. Et alors, il y a eu des dizaines de livres qui ont été écrits par des pasteurs, qui ont fait des études de paléontologie, ils n'avaient rien à faire. Bon, ils n'ont pas Veititabo et Yomon Balaïla, donc ils sont mis à la paléontologie pour détruire la paléontologie. Et alors là-bas, ces livres, c'est pas à ce niveau-là, c'est des débats scientifiques de haut niveau, où ils détruisent point par point toutes les théories de la paléontologie. Nous, juifs, on n'est pas arrivé là, c'est pas, en tout cas, ça n'a jamais été le point de vue du Rabbi de Lubavitch, de dire la science ne vaut rien, et la Torah est la vérité absolue. Ce que dit le Rabbi de Lubavitch, il dit la science, c'est quelque chose de très bien, qui a des qualités énormes. Ce que dit le Rabbi, c'est que est-ce que la paléontologie est une science? Est-ce qu'une science aussi extrapolative peut être appelée une science? Et ça, c'est pas une question que seul le Rabbi pose, c'est une question posée par des scientifiques. Vous savez, il y a quelques années, il y avait un journal qui avait paru, il a sorti 4 numéros, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'en rappellent, il s'appelait Motus. C'est un journal juif. Et pour le premier numéro, ils voulaient faire un scoop. Ils m'ont demandé de pouvoir publier, la permission de publier la lettre du Rabbi sur la datation. Je leur ai donné la permission, ils l'ont publié. Et après, ils ont organisé un débat avec un monsieur qui était moins connu, mais médiatiquement, mais connu chez les scientifiques à l'époque, puisqu'il avait la chaire de paléontologie au Collège de France, c'était monsieur Yves Coppens. Maintenant, tout le monde connaît, puisqu'il s'est lancé dans les médias. À l'époque, il était connu en tant que scientifique uniquement. Et alors, on m'a proposé d'avoir un débat sur le sujet. Je leur ai dit, bon, et il me dit, voilà, nous avons réussi à décrocher Yves Coppens pour participer au débat. Alors, il dit non, je ne viens pas. On dit pourquoi? Il dit parce que on ne joue pas dans la même cour. Il va me noyer dans des détails techniques, je ne veux pas discuter avec Yves Coppens. Chacun doit connaître son niveau. Je ne suis pas un paléontologue de haut niveau, je ne veux pas discuter avec lui. Donc j'ai refusé et j'ai eu tort. Parce que le débat s'est fait sans moi, il y avait que 3 ou 4 personnes, d'un niveau bien moindre que Yves Coppens. Et alors Yves Coppens, contre toute attente, s'est mis à défendre l'article du Rabbi, la lettre du Rabbi. Il a dit la chose suivante. Vous savez, les questions que pose le Rabbi de Lubavitch dans sa lettre sont de vraies questions. Nous, paléontologues, nous vivons tous les jours avec ces questions. Mais ce qui conforte notre théorie, c'est que ça répond à un certain nombre d'autres questions que nous nous posons. Et c'est pour cela que nous croyons à notre théorie. Là, j'ai compris la grandeur d'un vrai scientifique, qui est capable de se remettre en question
et qui n'a pas honte d'avouer que les questions qu'on lui pose sont de vraies questions. D'ailleurs, il a terminé en disant « J'ai vu la photo du rabbi de Lubavitch dans votre journal. C'est un homme qui inspire une grande noblesse et je serai heureux de le rencontrer. » Pourquoi je cite cela? Parce que justement, pourquoi le point de vue du rabbi de Lubavitch peut être pris en compte par quelqu'un comme Yves Koppens? Pour une raison très simple, c'est parce que le rabbi n'a jamais eu un point de vue intégriste sur la Torah vis-à-vis de la science. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a des problèmes, il y a des questions qui peuvent se poser, d'un côté comme de l'autre. Nous vivons aussi avec des questions sur la Torah. Tout n'est pas si évident pour toutes les parties de la Torah, ne sont pas évidentes pour tout le monde. À un certain niveau, elles le sont, mais pour nous, communs des mortels, je ne peux pas affirmer, vous savez que le Talmud dit qu'il faudrait 3 vies pour connaître toute la Torah. Donc il est évident qu'il y a des questions qui peuvent se poser. Mais ce que dit le rabbi, c'est que d'un côté, nous avons un acte de foi. De l'autre côté, nous avons un autre acte de foi. Parce que les théories scientifiques, les théories dites scientifiques qui fondent la paléontologie, sont fondées sur un acte de foi, comme nous venons de le dire. Eh bien, nous choisissons l'acte de foi qui induit une éthique, qui induit un mode de vie, et ce mode de vie n'a pas pu être mis en défaut depuis sa création. Aucune théorie sociologique, marxiste, politique, ce que vous voulez, tout le monde a essayé de détruire la Torah, personne n'a réussi. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est tiré d'un article sur le judaïsme dans l'Encyclopédia Universalis. Quand j'ai lu cet article dans l'Encyclopédia Universalis, j'étais complètement admiratif. Qu'il y ait une telle impartialité par rapport au judaïsme. D'ailleurs, depuis quand un non-juif me demande ce qu'est le judaïsme, je le renvoie à cet article. Alors, quand nous, juifs, nous voyons que nous formons une entité qui n'a jamais pu être mise en défaut, qui a traversé le temps et l'espace, nous sommes la seule civilisation qui a traversé non seulement le temps, il y a des civilisations plus vieilles même que nous. Les civilisations hindoues sont sans doute plus vieilles que nous. Il y a des textes hindous qui sont antérieurs à la Torah. Les Védas, d'après ce que je sais, sont légèrement antérieurs à la Torah. Mais les hindous sont restés sur leur terre. Nous, peuple juif, nous sommes un peuple qui a été dispersé aux 4 coins du monde. Nous avons traversé le temps et l'espace. Et on nous retrouve. Et ça agace d'ailleurs même les historiens. Il y a un historien qui a écrit une histoire universelle où il déduisait des lois universelles pour tous les peuples, et un peu agacé parce que ce n'était pas forcément un prosélyte, il termine en disant « Toutes les lois que j'ai énoncées sont appliquées à tous les peuples sauf le peuple juif ». Alors nous avons un acte de foi qui induit une éthique qui n'a pas été mise en défaut depuis plus de 3000 ans. Nous préférons nous en tenir à cette éthique et à cet acte de foi, plutôt qu'à notre acte de foi. C'est tout ce que je peux dire. Alors, pour les questions, je vais vous demander de vous lever par l'effort parce que je suis un peu dur d'oreille. Ma femme essaye de me convaincre de mettre un appareil et elle n'a pas encore réussi. Une question à vous poser. Vous avez dit tout à l'heure que la numérisation atomique du carbone, c'est 12. Plus fort. La numérisation atomique du carbone, c'est 12. Sa femme, alors j'exerce le micro. La numérisation atomique du carbone, oui. Normalement, c'est le numéro 12. C'est. Vous avez dit tout à l'heure que la numérisation atomique du carbone, c'était 12. Pour quelle raison on applique le 14 pour faire la datation? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Alors, ça, c'est toute une théorie. C'est ce qu'on appelle un isotope. C'est-à-dire, pour qu'un atome soit stable, il faut qu'il ait, en principe, autant d'électrons que de protons que de neutrons. D'accord?
un atome stable, a le même nombre de particules. Vous savez que dans un atome, il y a 3 types de particules. Les neutrons qui sont neutres, les protons qui sont positifs, qui ont une énergie positive, et les électrons qui ont une énergie négative. Bon. Donc, la matière, telle que nous la voyons, est constituée d'isotopes stables, c'est-à-dire où les nombres atomiques s'annulent. Il y a, dans toute matière, pas seulement dans le carbone, des isotopes instables, qui sont des malformations. C'est-à-dire, par exemple, dans le carbone, il y a certains atomes qui ont, alors je me rappelle plus si c'est plus de protons, je crois que c'est plus de protons que d'électrons, 14 au lieu de 12. Et donc il n'y a pas l'annulation des charges. Donc il y a des forces induites par ce déséquilibre des charges qui font qu'à un moment donné, l'atome, pour des raisons, on ne sait pas à quel moment, mais à un moment donné, il éjecte des charges supplémentaires pour arriver au repos. D'accord? Alors, la théorie dit, le postulat dit, qu'au départ, toute la matière de la Terre était instable. C'est-à-dire que les isotopes instables, qui pour nous peuvent paraître des anomalies, remplissaient toute la matière. Et c'est peu à peu que ces isotopes ont éliminé les particules supplémentaires pour arriver à l'état stable. Moi, je veux bien, mais c'est un postulat. D'abord, je ne comprends pas, d'après surtout la théorie du Big Bang, qui dit que la matière s'est formée à partir de particules d'énergie, d'accord, qui se sont accouplées pour donner des particules de matière, et elle s'est formée selon des lois qui nous échappent. Je ne comprends pas pourquoi cette formation a donné forcément des isotopes instables. D'accord? C'est prendre un malin de plaisir à compliquer les choses. Mais supposons que ça soit vrai. Moi, en tant que juif religieux, tout ça ne m'intéresse pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, Dieu est capable de créer un monde déjà formé. Comme je dis aux gens, si quelqu'un dit, je veux... Il y a quelqu'un une fois qui m'a sorti ça dans une conférence, il m'a dit, oui, t'es un centralien, il m'a dit, oui, mais moi je veux bien croire, vous m'avez convaincu, que Dieu a pu créer l'énergie initiale de l'univers, mais de là à dire qu'il a créé le monde tout entier, ça j'ai du mal à croire. Je dis, vous savez ce que vous êtes en train de me dire? Vous êtes en train de me dire que je crois que Einstein a eu le prix Nobel de physique, mais je ne pense pas qu'il était capable de faire une règle de 3. C'est exactement la même chose. Croire que Dieu est capable de créer ex nihilo, de sortir de la matière du néant, ce que l'homme n'est pas capable de faire, implique forcément que Dieu est capable de mettre en place un monde, ces particules pour faire un monde. D'ailleurs, d'après le judaïsme, il n'y a jamais eu de particules qui ont été mises en place. C'est tout un autre processus. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Alors, vous savez, il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, alors vous dites que la paléontologie ne sert à rien. Alors si je réponds oui, on va supprimer encore des postes. Faut pas le dire à Sarkozy. Donc, moi je réponds très simplement, si, la paléontologie c'est une science très intéressante. Vous connaissez la blague, à quel âge je suis né? Ben, la paléontologie c'est une science qui sert à déterminer à quel âge la Terre a été créée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la Torah, enfin le Midrash, nous dit que lorsque Adam a été créé, il n'a pas été créé bébé. Vous allez me dire, ouais, ben, qui c'est qui l'aurait nourri? Si Dieu a pu créer le monde, il aurait pu nourrir Adam jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge adulte. Adam a été créé avec la stature d'un homme de 20 ans. Vous l'auriez rentré dans un hôpital, on aurait fait un check-up, on vous aurait dit, monsieur, cet homme-là a 20 ans. D'accord? Quelqu'un une fois qui m'a dit, pourquoi 20 ans? J'ai dit, parce qu'Adam était
éperdument épris d'Ève, et quand on aime, on a toujours 20 ans. Bien. Et donc, il avait 20 ans. Pourquoi Dieu l'a-t-il créé à l'âge de 20 ans et non pas comme un bébé? Pour une raison très simple. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, parce qu'il devait agir. À quoi ça sert d'élever un bébé pendant 20 ans? Et d'ailleurs, il y a certains Chachamim qui disent que le fait que Adam n'a pas été créé bébé a été la cause de sa chute. Ils disent ce qui manquait à Adam, c'est le chinou, c'est une éducation. Et parce qu'il n'a pas eu d'éducation, il a été si faible. Ils disent, de là nous voyons l'importance de l'éducation d'un enfant. Bon, en tout cas, vous comprenez, de la même façon que Dieu a créé un homme mûr d'après le Midrash, il a créé aussi un univers mûr, parce que ça ne servait à rien de créer quelque chose qui n'avait aucune finalité et qui allait mettre 5 milliards d'années à se mettre en place, pour créer finalement, dans la dernière couche du temps, mais vraiment infini. Vous savez, la couche du temps de l'histoire, c'est infinitésimal par rapport aux datations annoncées. Hein. L'histoire commence, ça c'est intéressant, à moins de 6000 ans. Les premiers écrits que nous connaissons ont moins de 6000 ans. Tiens, c'est drôle. Avant, c'est de la préhistoire. On ne sait pas dater par les écrits. On ne date que par des méthodes de datation extrapolative. D'accord? Donc pourquoi mettre 5 milliards d'années pour arriver à la dernière couche qui fait moins de 6000 ans, où l'homme va devenir un homo sapiens qui va agir sur le monde? Moi je comprends pas, j'ai du mal à comprendre. David, tu as compris? David, tu as compris? J'avais une question, en fait, il y a une théorie il y a certains religieux qui donnent ça comme explication, qui dit que finalement, quand on dit que le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, en fait, ce ne sont pas des jours de 4 heures avec des minutes et des secondes, mais que ce sont des époques qui durent peut-être 5000, 10 000, 1 million d'années, 1 milliard d'années, et qui tend un peu à marier un petit peu la vision scientifique et la vision de la Torah. Je connais cette théorie. Et enfin, j'imagine que vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette théorie, mais quelle est votre position par rapport à ça? Alors, je ne vais pas vous donner ma position. Cette théorie-là. Comment? Cette théorie que monsieur vient d'évoquer, je l'ai entendue de la bouche d'Araba. Oui, il y a des rabbins qui disent aussi des choses. Une année, c'est de 1000 ans. Non, mais il y a des rabbins qui disent des choses qui peuvent contredire d'autres rabbins. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Alors, une seconde. Je vais répondre donc à cette question. Moi, cette théorie ne me convient pas de plusieurs points de vue. Premier point de vue, c'est qu'elle est inutile. Elle est inutile. Comme je vous ai déjà dit, moi, je ne vois pas pourquoi on mettrait des millions d'années à créer le monde. Deuxième chose, nous disons, revenons à des choses simples, comme tout à l'heure, dans le kiddush du vendredi soir. Yom ha-shishi vayichulu ha-shamayim ba'aretz. Vayichal Elokim bayom ha-shvi'i. Akel berach Hashem et yom ha-shvi'i vakadesh oto. Tout le monde a compris. Le 6e jour, le ciel et la terre ont été terminés. Dieu a arrêté sa création le 7e jour. Et c'est pour ça que Dieu a béni et sanctifié le 7e jour. Si chaque jour correspondait à 1 million d'années, on aurait un Shabbat d'1 million d'années chaque 6 millions d'années. C'est pas ce que dit le texte. D'accord? Bon, je sais qu'il faut travailler plus pour gagner plus, mais là c'est vraiment beaucoup plus.
Donc, ça ne colle pas au texte, cette théorie. D'accord? Une seconde. Troisième raison, c'est une raison halakhique qui est invoquée par le rabbi. Quand nous écrivons un get peut être daté de différentes façons. À l'époque des rois, on le datait selon la date du règne du roi. Maintenant qu'on n'a plus que des présidents qui ne règnent pas, nous datons depuis un certain nombre de siècles par rapport à la création du monde. Donc, si quelqu'un, à Dieu ne plaise, divorçait sa femme maintenant, on écrirait que c'est tel jour du mois de Rejvan de l'année 5769 ans depuis la création. Le rabbi fait remarquer, c'est que si la création n'a pas eu lieu il y a 5000, parce que la création c'est la sortie ex nihilo, d'accord? Création c'est pas la mise en ordre, c'est ex nihilo, hein. On a bien dit, Narmanide a dit c'est sortir du néant. Si nous disons que la création a plusieurs millions d'années, le get est faux. C'est ce qu'on appelle un get pasoul mitoro, mezuyaf mitoro. Il est erroné de lui-même. Et donc, quand un homme donnerait ce get à sa femme, le divorce ne serait pas valable. Et si cette femme se remarie, les enfants sont des mamzerim. Vous voyez les implications, ça va loin. Anarchiquement, c'est difficile de le dire. Alors, il y a certaines personnes qui veulent étayer ce point de vue à partir du Midrash dans Bereshit, Midrash Rabbah, qui dit que faisait Dieu avant la création du monde. Il créait des mondes et les détruisait, et il disait Den la mehaniale, Den la mehaniale. Ce monde ne me convient pas, ce monde ne lui convient pas. Le rabbi rapporte ce Midrash, et il dit que ce Midrash a été mis en lumière par le Harizal, et il dit entre parenthèses que le Harizal est le possèque de l'ésotérisme juif, c'est le législateur de l'ésotérisme juif, c'est-à-dire celui qui a force de loi au niveau de la Kabbalah, aussi bien pour les Sfaradim que pour les Ashkenazim. C'est un des maîtres qui a été accepté par tout le peuple juif sans distinction, au point que les Sfaradim et les Ashkenazim discutent sur son origine, si les Sfarad ou Ashkenaz. Paradoxalement, les Sfaradim disent qu'il est Ashkenaz, les Ashkenazim disent qu'il est Sfarad. Bon, peu importe. En tout cas, c'est un maître reconnu par toutes les communautés juives. Et le Harizal dit que ce Midrash ne fait pas référence à des mondes matériels, mais à des mondes spirituels. Quand on dit créer des mondes et les détruisait, il dit que ce sont des mondes de type monde de Tohu. Bon, c'est un peu compliqué, il y a les mondes de Tohu, Vohu, Akudim, Nekudim, Berudim, etc., bon, qui sont des mondes spirituels. Et c'est à ça que fait référence le Midrash. Et pas à une création physique. D'ailleurs, d'après la Kabbalah, il faut savoir que nous sommes dans un monde qui est, on dit que la création a, comme le monde, un cycle de 7. Et que Dieu crée 7 mondes pour arriver à la perfection. Et il y a un monde qui a précédé celui-là, qui était un monde entièrement spirituel. D'ailleurs, pour le Harizal, c'est le monde qu'on appelle Akudim. D'accord? Non, c'est le monde de Nekudim, je pense. Qui était un monde spirituel, qui a précédé celui-là, et qui était constitué de créatures infiniment plus hautes que celles de ce monde-là. Ce qu'on appelle les Shmitot. C'est la deuxième Shmita. Nous sommes dans le monde de la deuxième Shmita. Et il y a un monde qui a précédé, qui est un monde spirituel. Et la Kabbalah nous dit que certaines âmes sont issues de cette première Shemitah, comme entre autres l'âme de Moshe Rabbeinu. Donc, toutes
toutes ces raisons font que je n'adhère pas à cette interprétation. Maintenant, si vous voulez adhérer, bon. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un il y avait un biologiste, un prof de biologie c'était un prof qui s'appelait le professeur Green. C'est un biologiste de très haut niveau. Alors, il y a une histoire intéressante parce que c'est un biologiste reconnu aux États-Unis. Pour vous dire, c'était le responsable de l'aseptisation des capsules de la NASA, programme Apollo. Vous savez que quand il y a un cosmonaute qui va dans l'espace, il n'a pas intérêt à s'enrhumer. Parce qu'on ne sait pas comment ça va réagir, il n'y a personne pour le soigner surtout. Et donc, il fallait aseptiser la cabine où il était. Ce qui est un travail très difficile. C'était lui qui était le responsable de l'aseptisation de ces cabines. Et donc, cet homme-là est devenu, ce professeur est devenu un chassid de Chabad. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, un jour, vous savez qu'aux États-Unis, on a le droit à ce qu'on appelle le sabbatical. C'est une année, chaque 7 ans, on a une année de repos où on peut aller dans une autre. Donc on lui a proposé d'aller à Tel Aviv. Donc il a passé une année à Tel Aviv. Au bout de son année, il est revenu chez le rabbi. Il passait dans le rabbi lui dit qu'est-ce que tu fais là? Il a dit ça y est, j'ai fini la sabbatical, je suis revenu maintenant. Tu as passé un an en Israël, d'après la Torah, tu es un citoyen israélien, tu n'as plus le droit de quitter Israël. Il dit alors, tu vas retourner en Israël. Il s'est arrangé avec l'université de Tel Aviv, il est devenu prof à l'université de Tel Aviv. Bon, alors ce monsieur-là, de ce Green, un jour, est venu, quand il a fait tchouva, il est venu voir Rabbi, il a dit, j'ai beau discuter avec mes étudiants sur la théorie de l'évolution, et il y a quelques étudiants qui sont encore réfractaires à ce que je dis, et qui veulent absolument affirmer que l'homme descend du singe. Alors le rabbi l'a regardé et lui a dit, eh ben, s'ils veulent descendre du singe, laissez-les. Bon. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des gens qui veulent adhérer à de telles théories, je les laisse. Mais moi, c'est des théories qui, même scientifiquement, vous savez, il faut faire très attention à ces théories, que je qualifie de syncrétiques. On fait du syncrétisme entre la science et la Torah. Vous savez qu'il y a, au début du siècle dernier, c'est-à-dire dans les années 1900, la science était en plein boom. D'accord? Vous êtes d'accord qu'en un siècle, on a fait des progrès 1000 fois plus importants que tout ce qui a été fait pendant les 19 siècles qui ont précédé. Grâce d'ailleurs à nos amis chrétiens, qui brûlaient sur un bûcher tout ce qui bougeait. Il n'y avait pas de ministre de la Recherche à l'époque. Au début du 19e siècle, la science était devenue une véritable idole. C'était la connaissance universelle. Et il était très très difficile de dire que la science avait tort. Alors que, par la suite, on s'est aperçu qu'il y a un certain... Par exemple, le darwinisme, vous savez, plus personne n'est d'accord avec sa théorie, hein, même chez les paléontologistes. Le substrat de base, dont on est d'accord, mais toutes les extrapolations de Darwin, maintenant, sont mises de côté. On a d'autres analyses que Darwin. Bon. Et à l'époque, c'était la science toute puissante. Pour vous donner l'atmosphère de l'époque, il y a un monsieur qui a une avenue partout, qui était prix Nobel de chimie, qui s'appelait Marcelin Berthelot. Vous avez entendu parler de lui. Et Marcelin Berthelot a dit, c'est dommage que Newton ait existé, nous n'avons plus rien à découvrir. Ce qui était une grosse bêtise dite par un grand homme. D'accord? Ce qui montre l'esprit de l'époque. Eh bien, à cette époque, les rabbins, bien intentionnés, ont commencé à vouloir faire du syncrétisme scientifique, en disant qu'en fait, il n'y a pas de contradiction entre les théories émergentes et la Torah, et que la Torah est en accord avec la science, etc. Et alors, le problème, c'est que quelques dizaines d'années après, tout ce qu'il disait était faux.
parce que la science elle-même disait que ce qu'ils avaient dit était faux. Alors c'était vraiment dommage de faire mentir la Torah pour dire que ça concordait avec des théories scientifiques qui ont été mises en défaut quelques années après. Je rends quand même hommage à ces rabbins. Le rabbi leur rend hommage dans une lettre en disant qu'ils avaient une très bonne intention. Ils savaient que s'ils s'opposaient à la science à cette époque, leur synagogue se viderait. On dirait, mais ils sont fous ces gens-là. Bon. Maintenant on peut s'opposer parce qu'on sait maintenant que la science n'est constituée que de théories et de modèles. C'est plus la toute-puissance de la science comme elle était à l'époque. Vous savez que tous les scientifiques vous diront, moi-même, moi qui fais de la recherche sur quelque chose d'assez simple, qui sont les mathématiques, tout scientifique vous dit que pour une découverte, on a 10 nouveaux problèmes. Chaque nouvelle découverte pose 10 nouveaux problèmes. D'accord? Donc maintenant, nous savons que la science, c'est plutôt un tas de problèmes qu'un tas de réponses. Il y a beaucoup plus de problèmes que de réponses. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de réponses par rapport à eux. Mais nous ne sommes plus dans l'esprit de la toute-puissance de la science. Nous savons que la science est fondée sur des théories qui sont surtout des modélisations. Bon. Mais à l'époque, on ne pouvait pas se permettre de tenir un tel discours. Et donc, ces rabbins étaient bien intentionnés, ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont relativisé, maintenu un certain niveau de judaïsme dans leur communauté. Non. Il y avait un monsieur qui avait une question au fond. Si vous arrivez à me faire entendre la question sans micro, vous êtes... Sans micro, non, ça va aller. Juste ma question... Monsieur. Ma question, elle est un petit peu vague et je n'ai pas beaucoup de connaissances, c'est un peu difficile. Mais par exemple, on sait que... Allô ? Le Talmud, il dit que, si je me souviens bien, j'espère être assez précis, que normalement l'enseignement de tout ce qui concerne la création doit être réalisé qu'entre un maître et son élève. Parce que les secrets sont tellement complexes. Oui, c'est le Mishnah Rambam, le d'Archagiga, Rambam, etc. le disent aussi. C'est le Mishnah d'Archagiga. Voilà. Oui, Archagiga, d'accord. Et comme ça, et comme ça maintenant, entre autres, il y a aussi des rabbinim, il y a le cas que vous avez cité justement sur le fait que Dieu, qu'est-ce qu'il faisait avant de créer l'univers, c'était justement de créer des univers et les détruire. Ça a été cité par, je ne me souviens plus quel arabe, pas contemporain du tout, bien avant les sciences, et qui arrivait au postulat que le monde, l'univers avait 900 millions d'années. Maintenant, je sais que ça a été le Harizal a rejeté cette là, il faisait quelque chose d'assez complexe, une multiplication assez complexe entre le Yovel de chaque univers avec les 7 jours, les 7 millénaires. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que je me demande, est-ce que le judaïsme, quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, on ne tombe pas dans une espèce de guet-apens? Ça veut dire, d'abord, par exemple, de prendre la science comme justement une science et de nous la sacraliser. Et est-ce que quelque part, il n'y a pas des scientifiques tout simplement qui font le bleu, comme vous dites aujourd'hui, généralement, ils sont relativement humbles. C'est seulement les gens qui vulgarisent comme moi, etc., qui les prennent, qui les surestiment. Et d'un autre côté, est-ce que les théories qui existent, les différentes théories émises par différents courants qui ne sont pas nécessairement Chabad, je respecte bien sûr énormément, mais qui disent d'autres choses, je ne vais pas les citer maintenant, mais qui disent d'autres choses qui sont satisfaisantes, disons, quelque part par rapport à l'ego intellectuel qu'on peut avoir. Est-ce que quelque part, est-ce que c'est une cléroute ou est-ce que c'est quelque chose de légitime? C'est des choses, c'est des rabbinim quand même assez grands qui prennent certaines positions. Généralement, ils disent eux-mêmes que bon, ils n'ont pas la vérité là-dessus, c'est complexe.